J'ai l'impression que le mot intolérance est devenu un genre de diagnostic universel pour tout ce qui se passe de bizarre dans le ventre et qu'on comprend pas trop. Et attention, les symptômes sont réels, l'inconfort est réel, la gêne au quotidien aussi. Mais je suis pas sûr qu'on pointe du doigt le bon coupable. Alors la question que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas est-ce que le gluten est mauvais ou est-ce qu'il faut arrêter les produits laitiers, c'est plutôt pourquoi autant de gens aujourd'hui ont l'impression que leur corps rejette certains aliments, et surtout, est-ce qu'on s'attaque au vrai problème ? Parce que la façon dont on utilise le mot intolérant aujourd'hui peut avoir des conséquences que personne ne voit vraiment venir. Depuis quelques années, j'ai l'impression que les intolérances alimentaires explosent. Êtes-vous adepte du sans gluten? Comment on fait quand on est intolérant au lactose? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Que de plus en plus de Français en consomment, c'est un marché en pleine croissance. Dans les rayons au supermarché, sur les réseaux, les cartes au restaurant, dans les boulangeries, le sans gluten et sans lactose est partout. Entre nous, on connaît tous quelqu'un qui a arrêté de manger des pâtes, qui a peur de manger une pizza ou qui fait attention aux produits laitiers parce qu'il a l'impression que son corps ne supporte plus ces aliments. D'ailleurs, peut-être que cette personne, c'est toi. Aujourd'hui, on fait un truc très simple. Dès qu'un aliment nous provoque un inconfort, notre premier réflexe, c'est de penser que le problème vient directement de cet aliment. Je mange des pâtes, j'ai mal au ventre, donc le problème c'est le gluten. Je bois du lait, je me sens ballonné, donc je suis intolérant au lactose. En soi, c'est logique de penser comme ça. Et puis ça nous permet de faire quelque chose qu'on adore, trouver une solution à un problème. C'est humain. Mais en préparant cette vidéo, je suis allé regarder ce que disait la recherche à ce sujet. Et il s'avère que plusieurs études montrent un écart important entre le nombre de personnes qui pensent être intolérants et le nombre de cas réellement confirmés. Par exemple, une étude menée au Royaume-Uni sur 1500 personnes a montré qu'environ 20% des participants croyaient souffrir d'une intolérance alimentaire. Ça fait 300 personnes. Mais après test, seulement 1 à 2% des cas ont pu réellement être confirmés. Ça fait entre 3 et 6 personnes vraiment intolérants sur les 300 qui pensaient être intolérants. Autrement dit, il existe souvent un décalage entre les symptômes qu'on ressent et l'explication qu'on leur donne. Ça veut pas dire que les gens inventent leurs symptômes, pas du tout. Les troubles digestifs existent vraiment. D'ailleurs, parmi les plus graves, il y a les pathologies, comme la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, la rectocolique hémorragique et les allergies. Mais là, on parle de réactions pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique, des œdèmes, des problèmes respiratoires. Autant dire que si vous êtes concerné par l'un ou l'autre, vous devez être au courant. Parce que là, on est loin du ventre gonflé et du petit P en fin de repas. Et heureusement, ces pathologies sont rares. Mais le vrai sujet de la vidéo, c'est ce qui se passe entre ces cas graves et la santé digestive parfaite. Un espace où des millions de gens qui ont des ballonnements, des gaz, des douleurs et des inconforts après certains repas, sans pour autant avoir une maladie digestive diagnostiquée, sans être intolérant et sans vraiment savoir ce qui leur arrive. Mais nous, on n'aime pas vraiment ne pas savoir ce qui se passe. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Et encore moins, ne pas le nommer. C'est là que le mot intolérance entre en scène. Petit à petit, il est devenu une sorte d'étiquette pratique qui nous permet de ranger tout ce qui se passe dans cette zone grise. Je me sens mal, donc je suis intolérant. Et il faut reconnaître que cette explication, elle est plutôt sexy, parce qu'il existe bel et bien de vraies intolérances. La plus connue, c'est l'intolérance au lactose. Dans ce cas-là, le mécanisme est simple, on produit moins de lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Dans ce cas-là, le problème est identifié. Un aliment, une enzyme, un mécanisme, des symptômes. Ceci explique cela. Et je pense que c'est là qu'une partie de la confusion commence. Parce que l'intolérance au lactose est l'exemple le plus connu et le mieux compris des intolérances alimentaires. Du coup, on a fini par appliquer ce même modèle à beaucoup d'autres problématiques digestives. Sauf que la majorité des problèmes digestifs ne fonctionnent pas comme ça. Mais alors, si le problème, c'est pas forcément l'aliment, comment ça fonctionne vraiment ? Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous digérez pas toujours les mêmes aliments de la même façon ? Un jour, un petit morceau de fromage ça passe, un autre, vous êtes plié en deux. Pourtant, même aliment, même quantité, mais des ressentis complètement différents. Au fond, le problème, c'est qu'on imagine notre digestion comme quelque chose de binaire. Comme si on avait dans notre ventre un interrupteur, tolère, tolère pas. Mais évidemment, vous vous en doutez, c'est pas si simple. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste mal expliqué. Votre digestion, c'est une jauge. Une jauge qui monte et qui descend en permanence selon ce qui se passe dans votre vie. Quand elle est basse, vous pouvez manger à peu près tout, ça passe. Par contre, quand elle est trop haute, le moindre petit truc un peu difficile à digérer devient la goutte de trop. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, parce que ça veut dire que vous pouvez digérer un aliment dans un contexte, et pas du tout dans un autre, selon là où se trouve votre jauge. Et cette jauge, elle monte et elle descend selon 3 éléments. Écoutez bien. D'abord, votre sensibilité intestinale personnelle.
Selon votre histoire, votre passif digestif, votre hygiène de vie, certaines personnes vont avoir les intestins plus réactifs que d'autres. C'est pas une faiblesse, c'est une réalité biologique. Ensuite, il existe bel et bien des aliments qui vont faire monter cette jauge plus vite que d'autres, notamment les FODMAP, une catégorie de glucides qui fermentent dans l'intestin et qui sont un petit peu plus difficiles à digérer pour les personnes justement qui sont plus sensibles. Et enfin, votre contexte de vie, votre niveau de stress, votre sommeil, votre activité physique, votre hydratation, tout ça influence directement l'état de votre système digestif au moment où l'aliment arrive. Je vais vous donner un exemple, et vous me direz dans les commentaires si ce que je vais vous dire vous parle, histoire de voir un petit peu à quel point c'est réel. Il y a des gens qui, toute l'année, vont dire « je peux pas boire de lait, ça me détruit le ventre ». Mais bizarrement, quand ils sont en vacances, ils peuvent manger des yaourts, manger du fromage, manger des glaces, aller au resto midi et soir, et tout se passe relativement bien. Pourquoi ? Votre système digestif n'a pas changé. Le contexte, lui, oui. Parce qu'au quotidien, il y a Jean-Marc de la Compta qui vous casse les couilles toute la semaine. Il y a les réunions, les mails, le petit commentaire passif-agressif au supermarché, le klaxon dans les bouchons le matin. Et hop, la jauge commence à grimper. Évidemment, tout ça crée du stress. Ce stress impacte la qualité de votre sommeil. Comme vous êtes stressé et fatigué, vous êtes plus irritable. Et chaque petite friction du quotidien prend plus d'ampleur qu'elle ne le devrait. Ça finit aussi bien souvent par influencer vos comportements alimentaires. Du coup, vous commencez à manger plus gras et plus sucré, pour compenser. Mais forcément, vous comprenez pas, et donc vous culpabilisez. Et hop, la jauge continue de grimper. Ajoutez à ça les repas avalés en 5 minutes devant un écran parce que... pas le temps. Les trajets, les courses, le sport, les enfants, la maison. Et avant même d'avoir mangé quoi que ce soit, votre jauge est déjà à saturation. Alors, quand votre petit yaourt arrive, lui qui en temps normal passerait sans trop de problèmes, même si vous avez les intestins un peu fragiles. Il arrive dans un système digestif déjà sous tension. Et ça déborde. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On accuse le yaourt, parce que c'est le dernier de la chaîne. Mais le yaourt n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est Jean-Marc de la Compta. Sacré Jean-Marc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un symptôme digestif, c'est rarement la faute d'un seul coupable. C'est la rencontre entre un terrain fragilisé, un contexte qui pousse la jauge vers le haut, et un aliment qui arrive au mauvais moment. Retirez un des trois, et les symptômes diminuent. Pour autant, ça ne veut pas dire que les deux autres disparaissent. N'oubliez pas que le corps est un système vivant, dynamique, qui réagit toujours en fonction d'un contexte. Et quand on comprend ça, on commence à voir les choses différemment. Nous y voilà, le fameux carrefour où beaucoup de gens se trompent. Parce que quand on supprime l'aliment qui semble déclencher les symptômes, en général, ça marche. Les symptômes commencent petit à petit à disparaître. Et donc, on pense qu'on a trouvé le coupable. Sauf que soulager un symptôme ne veut pas forcément dire qu'on a compris ce qu'il provoquait. Et ça change tout. Prenons le gluten par exemple. C'est le grand coupable de notre alimentation moderne. Et parfois c'est vrai. Il y a des cas réels documentés. Dans le cas d'une maladie cœliaque par exemple, où on sait que le gluten est bel et bien le responsable. Mais souvent, le problème vient d'ailleurs. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes qui pensent réagir au gluten réagissent en réalité au fructane. Des composés eux aussi présents dans le blé et qui font partie de ces fameuses catégories de FODMAP. Autrement dit, beaucoup de personnes qui pensent être intolérants au gluten, qui est une protéine, sont en réalité sensibles au fructane, qui est un sucre. C'est pas tout à fait la même chose. Après, vous allez peut-être me dire, ok, t'es bien mignon l'artiste, mais si dans le blé, il y a et du gluten et du fructane, les FODMAP, ça change quoi en réalité ? Je peux toujours pas manger de pâtes. En fait, ça change beaucoup de choses. Le gluten devient un ennemi définitif et permanent et vous allez construire toute votre alimentation autour de ça. Mais si le problème, c'est une sensibilité à certains composés dans certains contextes, alors ça devient plus subtil et surtout plus gérable. Une sensibilité contextuelle, ça se travaille. Une intolérance définitive, ça se subit. Psychologiquement, c'est pas trop la même vie. Parce qu'à partir du moment où on est convaincu d'avoir identifié un coupable, naturellement, on commence à tout faire pour l'éviter. Et c'est souvent là que ça dérape. Au début, on retire le pain, puis les pâtes, puis certains fruits qui semblent poser problème, puis les légumes, puis on évite d'aller au resto parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, puis on évite d'aller chez les copains parce que ça provoque de l'anxiété. Arrivé à un moment, manger ça devient stressant, alors qu'à la base on voulait juste se sentir mieux. Et là c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on a souvent tendance à séparer ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre ventre, comme si les deux fonctionnaient indépendamment. Sauf qu'en réalité, ils communiquent en permanence. Le cerveau et les intestins sont reliés par un nerf. Le nerf vague. C'est d'ailleurs en partie à cause de ça qu'on appelle les intestins le deuxième cerveau. Et tout ça, ça a une conséquence importante. Tout ce qui se passe dans votre tête
influence ce qui se passe dans votre ventre en temps réel. Oui. Ah oui. Concrètement, si on pense qu'un aliment va nous faire du mal, le corps peut produire des symptômes digestifs. Pas parce qu'on invente, mais parce que le cerveau envoie des signaux à l'intestin avant même que la digestion ait commencé. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. L'inverse de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quand on croit que quelque chose va nous faire du bien, et que ça nous fait vraiment du bien. L'effet nocebo, donc, par opposition, c'est quand on croit que quelque chose va nous faire du mal, et que ça nous fait du mal. Donc, en ce qui nous concerne, quelqu'un qui est persuadé d'être intolérant au gluten peut développer de vrais symptômes digestifs en mangeant du pain, même si, biologiquement, pour lui, le gluten n'est pas un problème. Bref, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que les symptômes sont réels, mais que la cause, elle, mérite souvent d'être questionnée. L'hypervigilance alimentaire fait monter le stress. Le stress fait monter la jauge. La jauge qui monte amplifie chaque symptôme. Et chaque symptôme vient confirmer qu'on avait raison depuis le début. Et là, on se retrouve piégé dans une logique où la solution aggrave le problème. Alors avant de terminer, il faut se poser une dernière question. J'irais même jusqu'à dire, il faut se poser la question. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi aujourd'hui, autant de systèmes digestifs semblent arriver à saturation? Honnêtement, je pense pas que ce soit une coïncidence. On évolue dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus vite, plus longtemps. Alors on se lève fatigué, parce qu'on s'est couché trop tard. On s'est couché trop tard, parce qu'on avait encore des choses à faire. Et on avait encore des choses à faire parce qu'on était trop fatigué pour avoir l'énergie de tout faire. Et au final, on commence une nouvelle journée avec une liste de choses à faire, encore plus longue que celle de la veille, qu'on n'a même pas réussi à finir. Aujourd'hui, on pense constamment à ce qu'on doit faire, ou à ce qu'on n'a pas pu faire, mais très rarement à ce qu'on est en train de faire. Et tout ça met notre organisme sous tension. Un stress de fond, silencieux, qui s'accumule jour après jour, qui fragilise le sommeil, qui fragilise nos comportements alimentaires, et qui, inévitablement, finit par fragiliser notre système digestif. Ce monde évolue bien plus vite que notre propre capacité à s'adapter. Et nos systèmes digestifs, qui sont des systèmes vivants, sensibles et contextuels, ils subissent. Donc non, je ne pense pas qu'on soit soudainement devenu intolérant à tout. Je pense simplement qu'on vit dans des contextes qui poussent nos jauges beaucoup plus facilement à saturation. Et dans ce contexte, le moindre aliment un peu difficile à digérer devient vite la goutte de trop, ce qui transforme un aliment ordinaire en faux coupable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelque chose que les listes d'aliments interdits ne vous ont jamais donné, de la compréhension. Pas des règles, pas une nouvelle méthode, pas une liste d'aliments de plus à supprimer, juste une façon différente de regarder ce qui se passe au niveau de votre ventre. Parce que tant qu'on cherche un coupable alimentaire, on passe à côté de quelque chose d'hyper important. Un corps qui réagit, c'est pas un corps cassé, c'est un corps qui essaye de dire quelque chose. Et peut-être que la première étape, c'est simplement d'arrêter de l'accuser et de commencer à l'écouter. Avant de vous quitter, j'aimerais rajouter une chose. Cette vidéo a probablement répondu à certaines de vos questions, mais elle en a aussi peut-être ouvert d'autres. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, le vrai problème, c'est pas de comprendre, c'est de savoir quoi faire avec cette compréhension. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il existe énormément de professionnels compétents qui peinent à se faire connaître, et à l'inverse, énormément de personnes qui cherchent de l'aide, mais qui ne savent plus à qui faire confiance. Moi-même, je suis pro de santé, et pendant 10 ans, j'ai travaillé dans ce milieu. J'ai pu rencontrer des gens brillants, humains et extrêmement compétents, à qui j'ai pu confier ma propre santé. Vous savez ce qu'on dit, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Sur cette chaîne YouTube, je me refuse de vous donner des solutions toutes faites, parce que j'estime que chaque être humain a des besoins spécifiques. Malgré tout, mon objectif à travers ces vidéos, c'est aussi de vous apporter de l'aide. Et, encore une fois, l'aide dans la compréhension, c'est bien, mais pouvoir vous apporter un peu de concret, c'est aussi bien. Alors plutôt que de vous laisser seul face à ChatGPT avec Google sur les réseaux sociaux et ses avis contradictoires, j'ai décidé de faire le lien. De vous donner la possibilité, si vous le voulez, de vous mettre en lien avec quelqu'un de compétent, en qui j'ai une confiance aveugle. Si vous avez des inconforts digestifs et que vous voulez une aide concrète, j'ai créé un formulaire, et j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous engage à rien. Je lirai chaque réponse personnellement et je vous dirai honnêtement si et comment je peux vous orienter vers quelqu'un qui pourra vraiment vous aider. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas une promesse miracle, c'est pas une méthode magique, c'est juste une aide honnête vers les bonnes personnes. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Victor, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, parce qu'il y a probablement quelqu'un autour de vous qui supprime des aliments depuis des mois, voire des années, sans vraiment comprendre pourquoi.